infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Honorable Emery, bonjour. Bonjour. Juste, on rappelle déjà que vous êtes le président du réseau des parlementaires pour les droits de l'homme en RDC. Et juste d'entrée de jeu, on va un peu parler de l'actualité. Par rapport à ce qui concerne la situation à Béni, il y a un groupe de députés qui viennent de Béni et nous ont dit qu'il y a un chaos total à Béni, il y a l'absence de l'État à Béni. Qu'en pensez-vous de cette situation? Est-il une complicité de FARDC ou bien une complicité du gouvernement en place? Mon cher ami, laissez-moi vous dire que nous condamnons fermement l'Holocauste à Béni. Et c'est peut-être l'occasion que vous m'offrez pour présenter les condoléances les plus attristées aux familles meurtries. Ce qui se passe à Béni témoigne la faillite même de l'État congolais. Et vous l'aviez souligné, j'ai avec moi ici le rapport. Les rapports de la mission d'information et de réconfort auprès des populations de la ville de Béni et des agglomérations du territoire de Béni victimes des tueries du 2 au 21 octobre 2015. Mon cher ami, lorsque vous pénétrez ces rapports, je ne lirai pas tout compte tenu du temps qui nous est alloué, mais je prends une seule phrase. Le rapport dit ceci à la page 10. Cette crise est illustrée par le cas d'un major qui, contacté par un enfant rescapé, alors que les tueries étaient en cours et que les cris des victimes parvenaient à la position qu'il contrôlait, a menacé de fusiller tout élément de son unité qui oserait intervenir et a même arraché les chargeurs de certains des éléments préoccupés d'intervenir. Est-ce que vous comprenez la teneur de cette phrase? Il y a la complicité interne, il y a la haute trahison. C'est un major de l'armée congolaise qui, un rescapé, vient le signaler. Mais il menace de tuer tout élément qui va intervenir et il les a arrachés, même les chargeurs. Ça démontre à suffisance qu'il y a la complicité interne, qu'il y a la haute trahison. Et nous ne comprenons pas, mon cher ami, que c'est depuis plusieurs mois que cela sévisse. Si vous vous rappelez très bien, lorsque nous avions eu une rencontre avec vous, j'avais dit ceci, que ce qui se passe à Béni n'est pas, je ne crois pas que c'est l'effet des ADF Nalou. Je pense, à mon avis, que les éléments de M23 ont transformé leur guerre et ils mènent cette guerre autrement. Le témoignage d'un taximène de Béni soutient, renforce mon argumentaire. Lorsque ce taximène, ce chauffeur de taxi, témoigne qu'il a pris de Butembo jusqu'à Béni, et on paye d'habitude 50 $. Mais il a pris 4 personnes qui parlaient le Kinyarwanda et qui l'ont payé 500 $ américains au lieu de 50 $. Et donc, ça prouve à suffisance que ce ne sont pas des ADF Nalou. Et donc, c'est la guerre qu'on nous menait autrefois à Goma et environnant que l'on a transformé maintenant à Béni. Mais malheureusement, c'est l'Holocauste qui se passe à Béni. Et c'est la faillite de l'État, la défaillance des autorités compétentes de défendre les Congolaises et les Congolais, de défendre les territoires nationaux. C'est leur incapacité notoire. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait glissement en 2016. Parce qu'il faudrait qu'il y ait alternance, il faudrait qu'il y ait des gens compétents, capables de défendre l'intégrité du territoire national, capables de défendre les Congolaises
civilisés congolais, capables de défendre les personnes et leurs biens. Honorable, parlons de la complicité. Aujourd'hui, on nous parle de Mbusa Nyamwisi comme étant chef rebelle. Ce sont juste des formes de complicité ou c'est juste ils veulent trouver un moyen de pouvoir le récupérer dans leur gouvernement de cohésion nationale? Mon cher ami, Mbusa Nyamwisi est natif de Béni. Je n'ai pas tous les éléments avec moi, donc je ne pourrai me prononcer en fond de ces problèmes que lorsque j'aurai réuni tous les éléments. Mais j'ai dit une chose, Mbusa Nyamwisi est natif de Béni. Je vois très mal comment Mbusa Nyamwisi peut accepter l'Holocauste chez lui. Et donc, le rapport de l'Assemblée nationale est éloquent quant à ça. Il faudrait que les instances compétentes puissent s'en charger de cette situation de Béni. Nous ne cessons de le dire. Il y a la haute cour militaire, il y a les cours et tribunaux qui doivent faire leur travail conformément à la Constitution, conformément aux règles qui leur donnent ce pouvoir, cette compétence d'agir, au lieu de vouloir chercher des boucs émissaires partout. Non, moi j'ai dit que la haute cour militaire, que le ministre de la Défense devra faire son travail. Puisque ici, le rapport des missions de l'Assemblée nationale met en cause les autorités tant militaires que civiles. Mais pourquoi on n'agit pas? Pourquoi cette lourdeur, cette incapacité d'agir? Il faudrait d'abord agir, il faudrait diligenter une enquête sérieuse, approfondie, pour que nous puissions en tout cas voir clair sur ce qui se passe à Béni. C'est l'Holocauste. Je souligne le mot Holocauste, puisque c'est jamais vu dans notre culture tuer des enfants de 5 ans. 5 ans d'âge avec des machettes comme si on tuait des chèvres. Ce n'est pas dans notre culture. Nous nous connaissons très bien. Nous n'avons pas cette culture-là. Et mon cher ami, il faudrait qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour que les auteurs répondent tôt ou tard devant les instances judiciaires, tant nationales qu'internationales. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité. C'est ce qui se passe à Béni. Et nous, en tant que parlementaires, et surtout en tant que réseau parlementaire pour le droit de l'homme, nous ne pouvons en aucun cas accepter de telles violations de droits de l'homme qui énervent toute la conscience humaine. Concernant ce qui s'est passé au Burkina Faso, de quel œil voyez-vous cette situation? C'est juste des avertissements pour le gouvernement en place ou c'est juste des interpellations pour nous, peuples qui dorment encore, alors que le gouvernement cherche le moyen de pouvoir changer la constitution? C'est les deux. Ce qui s'est passé au Burkina Faso devra servir de leçon aux dirigeants qui veulent, comme l'a si bien dit d'ailleurs le président Hollande, aux dirigeants qui veulent tripatouiller avec les règles constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir, et aux peuples africains de se prendre en charge lorsque un tel cas arrive, puisque le pouvoir, c'est le peuple qui détient le pouvoir et qui la confie à qui il veut pour un temps bien limité, 5 ans renouvelables, une seule fois en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et donc, au-delà de 10 ans, conformément à l'article 64 de notre pays, qui stipule que tout individu, tout Congolais a le pouvoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente constitution. Et donc, la leçon burkinabèse est une leçon et pour les dirigeants et pour le peuple qui se trouve dans la situation de Burkina Faso, c'est-à-dire des présidents qui sont faits mandat, mais qui veulent en tout cas tripatouiller avec les règles constitutionnelles pour assouvir à leurs convenances personnelles.
Voilà. Et pensez-vous que le peuple congolais sont aussi à mesure de faire ce qui s'est bien passé au Burkina Faso? Vous savez, on est en train de sous-estimer peut-être le peuple congolais, mais je vous dis que ce peuple qui est pacifique, mais lorsqu'il prend son destin en main pour décider de son avenir politique, personne ne peut l'arrêter. Et donc, le peuple congolais est suffisamment informé, conscientisé que le mandat du président de la République en République démocratique du Congo est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et donc, pour revenir à la pratique, le président Joseph Kabila est fin mandat et à son dernier mandat. Et donc, en 2016, nous devons, conformément à la Constitution, avoir des élections transparentes, crédibles, pour que le peuple choisisse un nouveau dirigeant de la République démocratique du Congo. Merci. Parlons des élections. Aujourd'hui, on entend parler de l'ONIP. Qu'en pensez-vous de l'ONIP? L'Office national de recensement des populations. Vous savez, mon cher ami, nous avons un échéancier constitutionnel que nous devons tous respecter. Nous sommes dans un pays continent. Bien sûr, il nous faut le recensement. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que le recensement soit comme une condition pour aller au-delà de 2016. Nous avons besoin de ces recensements pour que nous sachions combien nous sommes, pour que nous ayons par exemple une carte d'identité. Mais cela ne doit pas être conditionné avec la tenue des élections. La Constitution est claire. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. L'actuelle majorité, l'actuel gouvernement a eu tout le temps. Tout le temps qu'il faut pour identifier, pour recenser les Congolais. Eh bien, s'ils n'ont pas pu le faire à temps, nous ne devons pas conditionner la tenue, le respect du délai constitutionnel au recensement des populations. Et donc, pour moi, la date constitutionnelle devra être respectée par tout le monde. Donc, là, en décembre 2016, nous devons, en République démocratique du Congo, avoir un président démocratiquement élu. C'est cela le jeu démocratique. C'est cela renforcer notre processus démocratique. Parce que sinon, nous risquons de glisser et pour longtemps. C'est pour cette raison qu'il faudrait tout mettre en œuvre pour que les élections du président de la République se tiennent dans la date constitutionnelle. Les élections des députés notamment, y compris. Et donc, il faudrait que l'on mette tout en œuvre pour que nous puissions respecter ces échéanciers, puisque l'expérience que nous vivons avec les élections sénatoriales, les élections des députés provinciaux, les gouverneurs de province qui n'ont plus de légitimité ni de légalité, ce n'est pas un exemple à suivre. Et donc, nous devons essayer de remettre les choses à l'ordre et puis de respecter scrupuleusement la loi fondamentale qui a été adoptée par référendum. Et honorable, merci. Honorable, mérite votre dernier mot à tous ces Congolais qui vous suivent de la diaspora, ainsi que de partout en Europe ou partout au monde. Mes frères de la diaspora, mes frères et sœurs de la diaspora, c'est de leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que leur pays soit réellement un État démocratique respectueux des droits de l'homme, respectueux des règles, des normes et des repères qui régissent la République démocratique du Congo. Nous disons qu'il faudrait qu'on parle de notre pays comme étant un pays réellement démocratique, un pays où il y a alternance au pouvoir, un pays où l'on respecte le droit de l'homme. Donc, soyons solidaires, unissons-nous, aimons-nous les uns les autres pour que nous puissions faire avancer notre pays de l'avant, étant donné que c'est un pays continent au cœur de l'Afrique. Si ça déraille en République démocratique du Congo, eh bien ça va dérailler dans toute l'Afrique. C'est pour cette raison que nous devons nous servir d'une belle leçon de nos frères et sœurs burkinabés.
Honorable mairie, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Alors, nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Alors, nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Alors, nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ndengo yo tokobola, tambola mboka nyoso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Ndengo yo tokobola, tambola mboka nyoso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Banda sena